C'est la rentrée au cégep de l'Outaouais. L'air est encore chaud, chargé de l'excitation des nouveaux étudiants. Les couloirs se remplissent, les retrouvailles s'enchaînent et une nouvelle année commence. Parmi eux, Valérie Leblanc, 18 ans. Une jeune femme rayonnante décrite par ses proches comme douce, discrète et sans histoire. Elle a toute la vie devant elle, des projets, des rêves, comme n'importe quelle étudiante en ce jour de rentrée. Mais en quelques minutes, tout va basculer. À quelques pas seulement des salles de classe, dans un boisé que fréquentent régulièrement les étudiants, Valérie s'éloigne. Ce qui devait être une simple pause entre deux cours va se transformer en drame. Sa trajectoire s'arrête net. Ce jour-là marque le début de l'une des enquêtes les plus marquantes et les plus frustrantes de l'histoire criminelle québécoise. Une affaire qui, pendant des années, va hanter les enquêteurs et laisser une communauté entière dans l'incompréhension. Le 23 août 2011, à Gatineau, l'humidité lourde de l'été québécois commence à peine à se dissiper. Pour Valérie Leblanc, 18 ans, c'est une journée charnière. C'est la rentrée au cégep de l'Outaouais, campus Gabriel-Roy. Ce moment suspendu où tout semble possible. De nouveaux cours, de nouvelles rencontres et cette liberté qui s'installe doucement. Valérie est une jeune femme que tous décrivent comme solaire. Souriante, discrète, sans histoire. Elle n'a pas d'ennemis, ne fréquente aucun milieu à risque. Elle est en apparence l'image même de l'étudiante ordinaire. Le matin, elle quitte son domicile, salue ses proches. Rien ne la distingue des autres étudiants qui envahissent le campus ce jour-là. Elle arrive, circule dans les couloirs bondés, se mêle à la foule. Puis elle décide de prendre l'air. Elle se dirige vers l'arrière de l'établissement. Là-bas, un boisé. Un petit espace de forêt urbaine traversé par des sentiers de terre. Un lieu bien connu des étudiants. On y va pour souffler, pour fumer une cigarette ou simplement pour s'éloigner du bruit constant du cégep. Un endroit banal, en apparence. Valérie s'enfonce de quelques dizaines de mètres sous le couvert des arbres. Elle ne le sait pas encore, mais quelqu'un est là. Est-ce qu'il la suit ou est-ce qu'il attendait déjà, caché dans l'ombre? Une chose est sûre, l'attaque est soudaine, violente, brutale. Il n'y a aucun témoin direct, aucun cri clairement identifié. Seulement le silence du boisé, étouffé par le bruit lointain de la circulation. Mais ce que les enquêteurs découvriront plus tard est glaçant. Le meurtrier ne se contente pas d'attaquer. Il s'acharne. Le rapport d'autopsie évoquera une violence extrême, disproportionnée, presque gratuite. Un niveau d'acharnement qui, pour les policiers, suggère un passage à l'acte incontrôlé, ou au contraire, une rage profondément ancrée. Valérie est laissée pour morte. Son corps est partiellement dissimulé sous des branches, comme si le tueur avait tenté, dans la précipitation, d'effacer ce qu'il venait de faire. Puis il repart, à pied, tranquillement. Il quitte le boisé et se fond dans la foule. Des centaines d'étudiants circulent autour de lui. Personne ne remarque rien. En quelques secondes, il disparaît. Un peu plus tard dans la journée, ce sont des étudiants qui font la découverte. Au début, personne ne comprend. Dans l'esprit d'un jeune de 18 ans, on n'imagine pas tomber sur un corps derrière son école. Certains pensent à une blague, un mannequin, une mauvaise mise en scène liée aux initiations. Mais très vite, le doute disparaît. L'odeur du sang, l'immobilité, la réalité. La panique s'installe. Les services d'urgence sont appelés. Les policiers arrivent rapidement sur les lieux. Très vite, ils comprennent qu'il ne s'agit pas d'un simple incident, mais d'un homicide d'une rare violence. Le campus Gabriel-Roy est immédiatement bouclé. Les rubans jaunes apparaissent. Les étudiants sont évacués, certains interrogés sur place. Les policiers ratissent le boisé à la recherche d'indices. Empreintes, ADN, objets abandonnés. Chaque détail compte, car ils savent déjà qu'ils sont face à un tueur qui a frappé en plein jour. Un tueur qui a pris le risque d'agir au milieu de centaines de personnes. Et qui, malgré tout, s'est volatilisé. En quelques heures, le cégep, symbole de jeunesse et d'avenir, devient le théâtre d'un cauchemar. Un cauchemar qui, pendant des années, restera sans réponse. Très vite, l'enquête de police de Gatineau se concentre sur les témoignages. Un détail revient, puis deux, puis plusieurs. Différentes personnes avoir aperçu un homme étrange aux abords du boisé, peu avant, ou juste après la découverte du corps.
un individu solitaire au comportement inhabituel, un visage qui met mal à l'aise. À partir de ces récits, les enquêteurs font réaliser un portrait robot, un homme au visage émacié, une casquette, un regard fermé. Cette image est diffusée massivement. Télévision, journaux, réseaux sociaux, en quelques jours, tout le Québec la connaît. Mais très vite, un problème apparaît. La mémoire humaine est imparfaite. Et ce portrait devient un piège. Des centaines, puis des milliers de signalements affluent. Un voisin, un collègue, un ancien conjoint. En quelques mois, la police reçoit plus de 2000 informations. Chaque piste est vérifiée. Chaque nom est creusé. Des dizaines de personnes sont rencontrées, interrogées, parfois soumises à des prélèvements ADN. Mais à chaque fois, le même résultat. Rien. Aucun lien. Aucune correspondance. Aucun suspect solide. Le tueur semble insaisissable. Sur la scène de crime pourtant, les enquêteurs ont un atout majeur, un profil génétique. Les techniciens en identité judiciaire parviennent à isoler un ADN masculin complet, une signature unique, celle du meurtrier. C'est une avancée cruciale. Ce profil est alors intégré dans la Banque nationale de données génétiques. Le principe est simple. Attendre qu'un jour, cet ADN corresponde à celui d'un individu déjà fiché. Un match. Mais les jours passent, puis les semaines, puis les mois, rien. L'ordinateur reste silencieux. Et ce silence dit quelque chose d'inquiétant. Le tueur n'est pas dans les bases de données. Il n'a jamais été condamné pour un crime grave. Il n'a jamais laissé d'ADN ailleurs. Autrement dit, il est invisible pour le système. Pour les enquêteurs, c'est un cauchemar. Ils ont la signature du meurtrier, mais aucun nom à mettre dessus. L'affaire est prioritaire. Les ressources sont importantes. Mais malgré cela, l'enquête piétine. Les mois deviennent des années. Les équipes changent. Les pistes s'épuisent. Les espoirs s'amenuisent. Mais une chose ne faiblit pas, la détermination de la famille. Le père de Valérie, ses proches, refusent d'abandonner. Ils organisent des marches, multiplient les appels à témoins, maintiennent la pression médiatique. À Gatineau, un slogan s'impose peu à peu. Justice pour Valérie. Car une peur s'installe. Celle que le dossier finisse oublié, classé, archivé, comme tant d'autres. Pendant que l'enquête stagne, le temps, lui, continue d'avancer. Et quelque part, le tueur aussi. Pendant des années, l'homme qui sera identifié bien plus tard mène une vie en apparence normale. C'est peut-être ça le plus dérangeant. Pas de double vie spectaculaire. Pas de fuite, pas de comportement ouvertement suspect. Juste quelqu'un d'ordinaire. Il travaille, il vit, il croise des gens. Il passe peut-être devant des affiches « Justice pour Valérie ». Et chaque année, à la date anniversaire du drame, l'affaire refait surface dans les médias. Alors une question dérangeante se pose. Est-ce qu'il regarde ces reportages? Est-ce qu'il ressent quelque chose? Ou est-ce qu'au fil du temps, il se sent de plus en plus intouchable? Avec les années, l'enquête change de statut. Elle devient un cold case. Le dossier est repris par une unité spécialisée dans les crimes non résolus. Leur mission est claire, repartir de zéro ou presque. Ils réanalysent tout. Les témoignages, les rapports, les incohérences. Ils réinterrogent certains témoins, espérant qu'avec le temps, les langues se délient. Que des détails oubliés refassent surface. Mais encore une fois, rien. Le silence est total, comme si le tueur n'avait laissé derrière lui qu'une trace ADN. Pendant ce temps-là, ailleurs dans le monde, une révolution est en marche. Dans les laboratoires de biologie moléculaire, de nouvelles techniques émergent. Le phénotypage ADN permet désormais d'estimer l'apparence physique d'un individu. Couleur des yeux, des cheveux, origine génétique. Mais surtout, une méthode change complètement la donne, la généalogie génétique judiciaire. Le principe est simple et redoutable. Même si un criminel n'a jamais donné son ADN, un membre éloigné de sa famille l'a peut-être fait via des tests génétiques grand public. Et cela suffit parfois à remonter jusqu'à lui. En 2018, une affaire aux États-Unis va marquer un tournant. L'arrestation du Golden State Killer, identifié après des décennies grâce à cette méthode. Une preuve que même les fantômes peuvent être retrouvés. Mais au Canada, la situation est différente. Les lois sont plus strictes. Les débats éthiques sont nombreux. Utiliser ces techniques en enquête criminelle soulève des questions sensibles. Vie privée, consentement, surveillance génétique. Résultat, pendant des années, ces outils restent hors de portée des enquêteurs. Et le tueur de Valérie, lui, reste libre, invisible.
jusqu'à ce que, enfin, les règles changent. En 2024, l'affaire Valérie Leblanc est devenue l'un des dossiers les plus anciens et les plus frustrants du service de police de la ville de Gatineau. 13 ans sans réponse. Certains enquêteurs de l'époque ont pris leur retraite. D'autres ont changé d'unité. Mais une nouvelle génération reprend le dossier, avec un avantage décisif, un outil que leurs prédécesseurs n'avaient pas, la généalogie génétique judiciaire, désormais accessible dans un cadre légal strict au Canada. Jusqu'ici, l'ADN retrouvé sur la scène de crime ne pouvait être comparé qu'à des profils déjà enregistrés dans la base nationale. Mais le tueur de Valérie n'y figurait pas. Alors les enquêteurs changent de stratégie. S'ils ne peuvent pas trouver le tueur, ils vont trouver sa famille. Début 2025, le SPVG s'associe à des experts en généalogie génétique et à des laboratoires spécialisés. Le principe est simple, mais le travail, lui, est colossal. L'ADN du suspect est comparé à des bases de données génétiques accessibles au public, utilisées habituellement pour retracer ses origines familiales. Très vite, des correspondances apparaissent. Pas des suspects, des cousins éloignés. Un lien génétique avec une femme en Ontario. Un autre avec un homme au Nouveau-Brunswick. À partir de là, tout commence. Les enquêteurs remontent les lignées familiales sur plusieurs générations. Ils reconstruisent des arbres entiers. Naissance, mariage, décès. Un travail de fourmi. Puis ils redescendent vers le présent. Ils éliminent méthodiquement ceux qui étaient trop jeunes en 2011, ceux qui vivaient à l'étranger, ceux qui n'ont aucun lien avec la région et peu à peu, toutes les branches convergent vers une seule famille, un seul nom. Un nom qui n'était jamais apparu dans les milliers d'indices analysés auparavant, Stéphane Rivard. Mais un nom ne suffit pas. Il faut une preuve irréfutable. Alors, à l'été 2025, une surveillance discrète est mise en place. Les enquêteurs observent Rivard pendant des semaines. C'est un homme effacé, solitaire, presque invisible. Il travaille dans le domaine de la maintenance. Il a une routine simple. Rien, en apparence, ne le distingue. Mais les policiers attendent un moment précis, un moment banal, un moment où il fera une erreur. En septembre 2025, Rivard entre dans un café de Gatineau. Il commande, consomme, puis jette son gobelet dans une poubelle publique. Il s'en va. Quelques secondes plus tard, un enquêteur s'approche, récupère le gobelet. Direction laboratoire. L'analyse est prioritaire. Et quelques heures plus tard, le verdict tombe. Correspondance parfaite. L'ADN retrouvé sur le gobelet est identique à celui prélevé en 2011. Une probabilité d'erreur quasiment nulle. Après 14 ans, le fantôme a enfin un visage. Le 14 octobre 2025, à l'aube, une équipe d'intervention se présente au domicile de Stéphane Rivard. L'opération est rapide, maîtrisée, sans résistance. Rivard est arrêté dans son lit, et très vite, un détail frappe les enquêteurs. Il ne semble pas surpris, presque résigné, comme si, au fond, il savait que ce moment finirait par arriver. En salle d'interrogatoire, les enquêteurs adoptent une approche calme. Pas de cris, pas de pression brutale. Ils avancent lentement. Ils lui montrent des photos de Valérie, puis ils déposent un document sur la table, le rapport ADN. Puis une phrase simple. « Stéphane, la science ne ment pas. On sait que tu étais là. » À partir de cet instant, tout bascule. Après plusieurs heures d'interrogatoire, Rivard craque. Il raconte. Ce 23 août 2011, il parle d'une colère qu'il ne contrôlait plus, d'un mal-être profond, d'une tension accumulée. Mais surtout, il confirme l'essentiel. Valérie n'était pas ciblée. Elle était au mauvais endroit, au mauvais moment. Il cherchait une victime. Il décrit l'attaque, froidement, sans émotion apparente. Il confirme avoir agi seul. Il reconnaît avoir suivi l'affaire pendant des années, d'abord avec peur, puis avec un sentiment grandissant d'impunité. Il pensait s'en être sorti. Définitivement. 14 ans. C'est le temps qu'il aura fallu pour obtenir une réponse. Pas un oubli, pas un abandon, mais une attente. Aujourd'hui, le boisé derrière le cégep n'est plus seulement un lieu de drame. C'est un lieu de mémoire. Une plaque y a été installée. Et l'affaire Valérie Leblanc marque un tournant. Elle devient un cas d'école au Québec. La preuve que, même après des années, même face à un tueur invisible, la vérité peut finir par émerger.